Il arrive que les personnes qui vous font le plus de mal soient celles de votre propre sang. Stéphane Brené en fit l'amère expérience lorsque ses propres frères et sœurs se moquèrent ouvertement de lui à l'enterrement de leur grand-père, s'esclaffant en apprenant qu'il n'héritait que d'une vieille maison de campagne d'une valeur symbolique de 5 € dans un hameau perdu en Ardèche. Pendant qu'il se répartissait les parts les plus précieuses de la succession, Stéphane se voyait attribuer ce dont personne ne voulait. Mais il avait un besoin impérieux de clore ce chapitre. C'est ainsi qu'il emprunta la route de montagne sinueuse avec sa jeune fille pour jeter un dernier regard à la vieille bâtisse. À l'intérieur de la masure poussiéreuse, sous un plancher aux lattes gondolées, il mit au jour une trappe dissimulée. Elle donnait accès à l'entrée condamnée d'une mine. Et plus bas encore gisait un secret valant plusieurs millions, qui attendait patiemment sa découverte depuis plus d'un siècle. Quel trésor, caché sous cette cabane délaissée, allait bouleverser leur existence. Avant de poursuivre, dites-nous depuis quelle région vous nous suivez. Et si ce récit vous émeut, songez à vous abonner, car demain, une surprise de taille vous attend. Le cabinet d'avocats exhalait une odeur de vieux cuir et de cire d'encaustique, des effluves qui évoquaient pour Stéphane Brené le bureau de son grand-père. Assis sur une chaise rigide, il tenait dans sa main celle de sa fille Manon, blottie contre lui. De l'autre côté de l'imposant bureau en chêne massif, l'avocat, maître Pierre Morin, feuilletait un dossier avec la dextérité de celui qui a annoncé d'innombrables verdicts, heureux ou funestes. À la droite de Stéphane, son frère Nicolas jetait des coups d'œil réguliers à son smartphone. Vêtu d'un costume de marque et de souliers impeccables, il affichait l'aisance matérielle que confèrent des années de succès dans la promotion immobilière. À sa gauche, sa sœur Sandrine, avocate, croisait et décroisait ses jambes fines, son esprit vif décomposant déjà chaque phrase avant même qu'elle ne soit prononcée. « Si vous le voulez bien, nous pouvons commencer » demanda l'homme de loi, un individu à l'air las. Stéphane acquiesça d'un signe de tête. Manon lui serra la main plus fort. Du haut de ses 9 ans, elle possédait cette maturité précoce que l'on observe souvent chez les enfants de parents séparés. La perte de son grand-père 3 semaines auparavant l'avait ébranlée, et Stéphane devinait l'effort qu'elle faisait pour se montrer forte pour lui. Les premières clauses du testament étaient sans surprise, quelques legs modestes à des œuvres caritatives, une petite somme pour la gouvernante qui avait veillé sur leur aïeul dans ses derniers jours. Puis vinrent les actifs conséquents. À mon petit-fils Nicolas, je cède la propriété sise au bord du lac d'Annecy, incluant l'ensemble des bâtiments et de leur ameublement. Nicolas se rengorgea imperceptiblement. Stéphane connaissait bien les lieux, un gîte magnifique estimé à 800 000 €, voire davantage. À ma petite fille, Sandrine, je lègue l'intégralité de ma collection d'outils miniers anciens et d'objets historiques, dont la valeur expertisée s'élève à 520 000 €. Le visage de Sandrine resta de marbre, mais Stéphane nota le relâchement de ses épaules. Elle avait eu ce qu'elle convoitait. Maître Morin marqua une pause, posa sur Stéphane un regard teinté de ce qui ressemblait à de la compassion, et reprit, « À mon petit-fils, Stéphane, je lègue la somme de 5 € ainsi que la propriété montagnarde originelle, située dans un village isolé en Ardèche. Les coordonnées géographiques seront communiquées ultérieurement. » Un silence de plomb s'installa, qui dura peut-être 3 secondes. Puis le rire de Nicolas fusa, non pas un simple ricanement, mais un éclat sonore et authentique qui se répercuta sur les boiseries murales. « 5 €? Répéta-t-il en secouant la tête. C'est tout ce qu'il y a? 5 € et cette vieille ruine. Sandrine ne riait pas, mais une lueur de satisfaction brillait dans son regard. La maison de campagne perd, cet endroit est à l'abandon depuis des décennies. Le bâtiment est sans doute en état de péril imminent. Ça ne couvre même pas la taxe foncière, renchérit Nicolas, un sourire narquois aux lèvres. Navré, mais c'est une humiliation pure et simple. Stéphane resta muet. Il sentit la pression de la main de Manon s'intensifier, et son regard inquiet posé sur lui. Il s'efforça de conserver une expression neutre, une maîtrise qu'il avait acquise lors de son divorce, des longues négociations pour la garde, de toutes ces épreuves où la moindre manifestation d'émotion n'aurait fait qu'envenimer les choses. Maître Morin se racla la gorge. Des instructions précises accompagnent le legs de la propriété montagnarde. Le défunt a exprimé le souhait que Stéphane se rende sur place avant de statuer sur son sort. Son sort? S'esclaffa à nouveau Nicolas. Tu veux dire avant de la raser pour vendre le bois de charpente? C'est bien la seule chose qu'on puisse en tirer. L'avocat poursuivit, ignorant l'interruption. Le domaine comprend environ 16 hectares de terre montagneuse. La bâtisse, comme il a été dit,
est fort ancienne. Toutefois, votre grand-père a insisté pour que Stéphane l'inspecte en personne. Inspecter 16 hectares de cailloux et une cabane pourrie, ironisa Sandrine. Quelle charmante attention. Stéphane parvint à articuler quelques mots, d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. Grand-père chérissait cet endroit. Il m'y emmenait lorsque j'étais enfant. Il nous y a tous emmenés, rétorqua Nicolas d'un ton méprisant. Une seule fois. Mon seul souvenir, c'est qu'il y faisait un froid de canard, que c'était d'un ennui mortel et paumé au milieu de nulle part. C'était important pour lui, insista Stéphane. Sandrine rangea ses documents. Eh bien, c'est à toi, à présent. Toutes mes félicitations pour ton héritage de 5 €, Stéphane. Tâche de ne pas tout flamber d'un coup. Elle quitta la pièce la première, le claquement de ses talons résonnant sur le plancher. Nicolas la suivit, mais s'arrêta sur le seuil pour lancer un dernier regard. Dis, Stéphane, si tu as besoin d'un coup de main pour t'en défaire, je connais des entreprises de démolition. Je peux sans doute t'avoir quelques milliers d'euros pour les matériaux. Un petit service familial, si tu veux. Puis il sortit à son tour, laissant Stéphane seul avec Manon et l'avocat. Maître Morin posa ses dossiers et ôta ses lunettes. Votre grand-père disait le plus grand bien de vous, monsieur Brenet. Pas au point de me laisser quelque chose de tangible, semble-t-il. La notion de valeur est complexe. L'avocat ouvrit un tiroir et en retira une enveloppe. Il m'a chargé de vous remettre ceci. Il a précisé que vous comprendriez en temps voulu. Stéphane s'en saisit. Son nom était calligraphié dessus, de l'écriture appliquée de son grand-père. Il fit mine de l'ouvrir, mais se ravisa. Une intuition lui soufflait d'attendre d'être seul pour découvrir le message qu'elle contenait. Les coordonnées du lieu et le titre de propriété sont dans cette chemise, ajouta Morin en lui tendant un dossier cartonné. Aucune hypothèque, aucune dette fiscale. Le bien est libre de toute charge et vous appartient légalement. Une ruine payée et entièrement à moi au fin fond de nulle part, songea Stéphane à voix haute. C'est déjà ça, j'imagine. Manon lui tira la manche. On peut aller la voir, dit papa. On peut voir la montagne de papy? Stéphane baissa les yeux sur sa fille. Elle avait le regard de sa mère, mais il lui souhaitait son propre caractère, plus posé. Le divorce l'avait beaucoup affecté. L'année qui venait de s'écouler n'avait été qu'une succession d'ajustements et de concessions. Isabelle avait la garde principale, Stéphane ne voyait Manon que les week-ends et durant les vacances. Chaque instant partagé lui semblait à la fois infiniment précieux et terriblement insuffisant. Tu as envie de voir une vieille masure sur une montagne? Je veux voir ce que papy tenait à ce que tu es, répondit simplement Manon. La sagesse des enfants, songea Stéphane. Une perspicacité que les adultes passent leur vie à chercher. Entendu, dit-il. On ira ce week-end. Ce sera notre petite expédition. Pour la première fois, un sourire illumina le visage de Maître Morin. Je crois que votre grand-père aurait été ravi de l'apprendre. Le soir venu, seul dans son appartement après avoir accompagné Manon chez Isabelle, Stéphane décacheta enfin l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille de papier, datée de 2 semaines avant le décès de son grand-père, portait son écriture. Mon cher Stéphane, disait la lettre. Tu sais à présent ce que je t'ai légué. Et je devine que ton frère et ta sœur n'ont pas manqué de te faire part de leurs sentiments. Ne te laisse pas atteindre par leur sarcasme. Leur vision du monde se limite à la valeur immédiate, au bilan financier, aux expertises. Toi, tu as toujours su voir au-delà. La propriété de la montagne a une valeur qu'ils ne peuvent soupçonner, mais pas une valeur qu'ils sauraient mesurer. Rends-toi là-bas. Observe tout avec attention. Remémore-toi les histoires que je te contais. Et n'oublie jamais que ce qui semble dépourvu de valeur recèle parfois les plus grandes richesses. Aie confiance en toi. Aie confiance en moi. Avec toute mon affection, Papy Jean. Il relut la lettre 3 fois, la plia méticuleusement et la déposa dans le tiroir de sa table de nuit. Juste à côté de l'autre objet que son grand-père lui avait légué en personne, une montre à gousset en or, ancienne et massive, gravée au dos de ces mots, pour Stéphane, le temps révèle toutes les vérités. Il la prit en main, sentant sa densité dans sa paume. Le mécanisme égrenait les secondes avec une régularité imperturbable, une précision intacte malgré les années. Son grand-père l'avait porté chaque jour de sa vie d'adulte.
Stéphane l'avait contemplé des milliers de fois, s'y référant pour apprendre à lire l'heure, observant son aïeul la remonter avec des gestes lents et assurés. Le temps révèle toutes les vérités. Quelle vérité l'attendait sur cette montagne? Le voyage prit 3 heures, sur des routes de plus en plus reculées. Sa vieille Renault 4 litres peinait dans les côtes, tandis que le paysage urbain cédait la place à la campagne, puis à la sauvagerie des montagnes. Manon, assise à ses côtés, avait délaissé ses cahiers pour contempler la métamorphose du décor. « On arrive bientôt ?» demanda-t-elle. D'après le GPS, il reste une vingtaine de minutes, mais on a perdu le réseau il y a un quart d'heure. On va devoir se fier à ma mémoire. Stéphane se rappelait cette route, même s'il ne l'avait parcourue que quelques fois dans son enfance. Son grand-père l'Y avait conduit 5 ou 6 étés. Ils y plantaient la tente pour quelques jours. L'aïeul lui narrait les légendes des anciens mineurs, l'histoire enfouie dans la roche. Nicolas était venu une fois, et n'avait cessé de se plaindre des moustiques. Sandrine, après cette première expérience, avait décrété l'endroit trop rustique et n'y avait plus jamais remis les pieds. Mais Stéphane, lui, avait adoré. Le silence, le ciel étoilé, cette impression d'être à l'écart du tumulte du monde. La bifurcation apparut brusquement, à peine signalée par un piquet de bois décrépit que Stéphane aurait manqué s'il n'avait été aux aguets. Il s'engagea sur le chemin de terre, et la voiture tressauta sur les cailloux et les nids de poules. « C'est par là ?» s'étonna Manon en se cramponnant à la portière. « C'est bien ça. Papy disait toujours que les trésors ne se trouvent jamais au bord de l'autoroute. » Ils poursuivirent l'ascension pendant 10 minutes, sur une voie de plus en plus dégradée. Enfin, la forêt s'éclaircit pour révéler une petite clairière où se dressait la maison. Elle était en pire état que dans ses souvenirs. Le temps avait fait son œuvre. La structure de bois s'affaissait sur un côté, le toit était percé de trous béants là où des tuiles manquaient. Le perron était à moitié effondré, et les fenêtres, couvertes d'une épaisse couche de saleté, étaient devenues opaques. Adossée à la falaise, la bâtisse semblait se recroqueviller dans l'ombre de la montagne qui la dominait d'une trentaine de mètres, créant une sorte de rempart naturel, un refuge ou une prison. Stéphane coupa le contact. Le moteur crépita un instant avant de se taire. « Elle me paraissait plus grande, dit-il enfin. » Manon détacha sa ceinture. « On dirait une maison de conte de fées. »« On entre ?» Ils s'avancèrent avec précaution, sondant la solidité de chaque planche. La porte d'entrée, de guingois, céda sans trop de résistance. L'intérieur était imprégné d'une odeur de poussière et de renfermé. Une pièce unique d'environ 35 mètres carrés. Un poêle en fonte, froid et rongé par la rouille, occupait un coin. Une table en bois et une unique chaise se dressaient au milieu. Des étagères nues, à l'exception de quelques gobelets et assiettes en fer blanc. Une porte étroite donnait sur une alcôve qui avait dû servir de chambre, aujourd'hui vide. « C'est de ça que tonton Nicolas et tata Sandrine se sont moqués ?» demanda Manon. « C'est de ça. » Elle fit le tour de la pièce, ses pas marquant le sol poussiéreux. « Mais papy aimait cet endroit. »« C'est vrai. »« Alors, c'est que c'est un endroit spécial. » Stéphane ne put retenir un sourire. « Tu as l'air bien convaincu. » Papy était malin. Il n'aurait pas aimé un endroit juste vieux et délabré. Manon s'approcha de la fenêtre et y frotta un cercle avec sa manche. Il voyait quelque chose ici que les autres ne voyaient pas. Tandis que Manon partait en exploration, Stéphane entreprit une inspection plus méthodique. Il se répétait que ce voyage était une façon de faire son deuil, d'honorer la dernière volonté de son grand-père. Mais en cet instant, se rappelant les mots de la lettre, « Observe tout avec attention », il se surprit à chercher quelque chose, sans savoir quoi. Les murs étaient robustes. Les poutres, bien que vieillies, n'étaient pas vermoulues. Le poêle, malgré la rouille, était de belle facture et pourrait intéresser un antiquaire. Les étagères étaient vides de tout objet de valeur. Il s'apprêtait à conclure son inspection quand la voix de Manon l'interpella depuis l'alcôve. « Papa, viens voir. » Elle était à genoux dans un coin et montrait quelque chose sur le plancher. Stéphane la rejoignit. C'était une petite boîte en fer blanc, du genre de celle qui contenait autrefois du tabac ou du thé. Elle était coincée entre 2 lattes, à peine visibles. Il parvint à la dégager. Elle contenait des photographies, protégées de l'humidité par du papier paraffiné. Il les examina avec soin.
La première montrait son grand-père jeune homme, la trentaine, posant avec d'autres hommes devant la maison. Il portait des vêtements de travail et des casques de mineurs. Des prospecteurs, sans doute. La deuxième le montrait seul, au même endroit, mais bien des années plus tard. Il souriait et tenait quelque chose dans ses mains, mais l'image était trop estompée pour qu'on puisse l'identifier. La troisième fit battre le cœur de Stéphane plus vite. C'était un jeune garçon lui-même aux côtés de son grand-père, ici même, dans cette maison. Il devait avoir 10 ans. Il se souvenait de cette visite, mais avait oublié l'existence de cette photo. Son grand-père l'entourait de son bras, et tous deux souriaient à l'objectif. « C'est toi !» s'exclama Manon. « C'est moi », confirma Stéphane, son regard perdu dans l'image. « Que aviez-vous fait, ce jour-là » Il fit un effort de mémoire. Ils avaient exploré la montagne. Son grand-père lui avait parlé des roches, des minéraux. Avait-il trouvé quelque chose? Le souvenir restait insaisissable. Manon, quant à elle, était retournée près de l'endroit où était cachée la boîte. « Papa, cette latte n'est pas bien fixée. » Stéphane posa les photos et la rejoignit. Elle avait raison. Une des planches bougeait sous la pression. Il y glissa les doigts et tira. Elle se souleva sans effort, comme si elle avait été manipulée de nombreuses fois. En dessous, le noir absolu. Il alluma la lampe de son téléphone. Le faisceau éclaira d'autres planches, posées perpendiculairement. Il en retira 2 de plus, agrandissant l'ouverture. Ce n'était pas un vide sanitaire. C'était une trappe. Une porte de bois d'1 mètre de côté, munie d'un anneau de fer, était encastrée dans le sous-plancher. Et juste à côté, un cadenas à combinaison, ancien mais en état de marche. Stéphane s'accroupit, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Manon. « Je ne sais pas. » Mais il le savait. Une entrée secrète. Un secret de son grand-père. Mais une entrée vers où? Il essaya la serrure. Elle ne céda pas. 3 molettes, de 0 à 9. 1000 combinaisons. « Tu sais le code » demanda Manon. Il secoua la tête. Puis il se figea. « Attends. Donne-moi ma veste. » Il en sortit la montre à gousset de son grand-père. Il l'avait emportée par instinct. Il la retourna et relut l'inscription. Pour Stéphane, le temps révèle toutes les vérités. Et en dessous, une date, 17 août 55. 8-17-55. L'anniversaire de son grand-père? Non, c'était en mars. La date d'achat de la propriété? Il composa 8-1-7. Tira. Rien. Il essaya un 7-5. Toujours rien. Manon se pencha. Et si c'était tous les chiffres? 8-1-7-5-5? Trop de chiffres pour 3 molettes. Et soudain, l'évidence. Pas la date, l'année. Il composa 5-5-5. La serrure s'ouvrit dans un déclic. Il souleva la trappe. Les charnières grincèrent, rouillées par des décennies d'inactivité. Un courant d'air frais, chargé d'une odeur de terre et de pierre, monta des profondeurs. Le faisceau de son téléphone plongea dans les ténèbres, révélant les barreaux d'une échelle de bois. « On peut descendre » demanda Manon, sa voix mêlant excitation et appréhension. « Pas tout de suite. Il nous faut du matériel. Des lampes, une corde, des équipements de sécurité. » Il éclaira le puits. L'échelle paraissait solide, mais il n'en voyait que les premiers mètres. Et si quelqu'un vient et referme? Personne ne viendra. Cet endroit est désert depuis des années. Papy y venait, objecta Manon. Elle avait raison. Son grand-père était venu ici, avait ouvert cette trappe, était descendu dans les profondeurs. Cette pensée suscita en Stéphane un mélange d'émerveillement, de tristesse et de curiosité. On reviendra demain, décida-t-il. Tôt le matin, et équipés. Ils refermèrent la cabane et redescendirent vers Saint-Martin-Vésubie, le village le plus proche. Un simple carrefour, dans son souvenir. La population n'excédait pas 400 âmes, principalement des retraités. L'épicerie du village se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages, sur la rue principale.
Un carillon annonça leur entrée. Un homme d'environ 75 ans, aux cheveux blancs et au visage tanné par le soleil, leva la tête. « Bonjour. »« Bonjour. »« Il nous faudrait quelques petites choses, » dit Stéphane. « Des lampes de poche, de la corde, du matériel de camping. »« Vous partez camper ?» dit l'homme en contournant son comptoir avec une vivacité étonnante. « La saison est déjà bien avancée. Le temps change vite en montagne. C'est juste pour un jour ou deux. » L'homme le dévisagea avec la franchise de ceux qui ont assez vécu pour ne pas s'embarrasser de faux-semblants. « Vous n'êtes pas du coin. »« Non. Mon grand-père avait une propriété par ici. On vient juste jeter un œil. »« Une propriété ?» L'expression de l'homme changea. « Le nom de votre grand-père ?» Jean Brennet. Une lueur de reconnaissance s'alluma dans ses yeux. Jean Brennet. Par tous les saints. Vous êtes son petit-fils. C'est ça. Je m'appelle Stéphane, et voici ma fille, Manon. L'homme lui tendit la main. Marcel Durand. Je tiens la boutique. J'ai connu votre grand-père pendant plus de 30 ans. J'ai appris la triste nouvelle. Toutes mes condoléances. Merci. Marcel prépara leur commande, 2 lampes torches puissantes, une corde, des piles, une trousse de secours. Tout en passant les articles à la caisse,